Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence qui est présentée dans le cadre des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Je me présente Raymond Poirier, je suis chroniqueur BD et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'Isabelle Perrault, qui est professeure agrégée à l'École de criminologie de l'Université d'Ottawa. Isabelle, bonjour. Bonjour. Et Christian Kennel, qui est auteur, illustrateur de bande dessinée. Christian, bonjour. Oui, bonjour Raymond. Alors évidemment, on est ici, on est ensemble pour parler, pour présenter, pour exposer, pour accompagner notre public autour du livre Vous avez détruit la beauté du monde, un livre dans lequel on explore l'histoire du suicide au Québec de 1763 jusqu'à nos jours, un livre dans lequel on fait de la vulgarisation historique par le biais de la bande dessinée, un livre que vous avez réalisé aux côtés d'André Stellar et de Patrice Corriveau, qui est disponible du côté de Moelle Graphique, qui est sorti l'automne dernier et qui a été primé et salué par la critique parmi les finalistes du prix des libraires du Québec, le grand gagnant du prix de la ville de Québec dans le cadre du Festival Québec BD. Donc, un album qui a été, je le répète, salué un peu par tous et toutes. Et justement, on avait envie, dans le cadre de ces rendez-vous, de vous ouvrir la porte et de vous inviter, si on peut dire, à nous parler à la fois du processus de création et à la fois des éléments historiques qui sont derrière ce livre-là, des éléments scientifiques qui sont derrière ce livre-là. Avant d'aller plus loin, je mentionne d'entrée de jeu, évidemment, on parle d'un sujet qui est difficile, du suicide. On va en parler au fil de la prochaine heure. Et évidemment, il y a toujours des services d'aide qui sont disponibles, ne serait-ce que le 1-866 appel 1-866-277-3553. Donc, une ligne d'intervention dont le but est de prévenir le suicide, que ce soit pour vous, que ce soit pour un proche, pour un ami, si vous avez besoin d'être guidé, d'être accompagné, d'être informé, eh bien, n'hésitez pas à les contacter. Donc, je le rappelle au 1-866-appel. Et évidemment, je mentionne aussi d'entrée de jeu qu'il y aura au fil de la présentation quelques images qui peuvent potentiellement choquer. Alors, on préfère vous avertir d'entrée de jeu puisque la teneur du sujet appelle à des propos, à des textes, à des éléments qui peuvent évidemment faire réagir. Donc, je ferme cette parenthèse et Christian Kennel, Isabelle Perrault, j'aurais envie d'entrée de jeu peut-être de vous lancer sur la base du projet, l'assise du projet, donc qui est de communiquer la science historique par le biais de la bande dessinée. Donc, qu'est-ce qui vous a amené, dans le fond, à avoir envie de partager le résultat de vos recherches par le biais de ce médium? Qu'est-ce qui a donné envie à Christian également de se lancer avec vous dans la vulgarisation, dans la présentation de cette histoire et de ses travaux de recherche? Oui, en fait, la BD nous est apparue à André et moi et avec Patrice et ensuite, bien sûr, dans nos discussions avec Christian, puisqu'on l'appelait, comme étant le meilleur moyen, la meilleure manière de parler d'un sujet sensible à partir d'une idée qu'on avait eue en consultant les archives. Donc, parfois, on retrouvait, rarement, mais quand même, des photographies, mais également donc des lettres ou des dossiers qui contiennent des éléments vraiment plus privés, plus sensibles. Et donc, l'idée de la BD, selon nous, était l'une des meilleures manières d'en parler, la plus respectueuse envers les personnes dans le passé qui se sont enlevées la vie. Donc, l'idée vraiment est venue d'une conférence à Calgary où je devais justement parler de ces enquêtes du coroner, que je dépouillais depuis des années. Et c'est suite, finalement, à une discussion sur la photo qui a été dessinée du petit garçon qui était décédé sur les rives de la Méditerranée, que j'avais demandé à une de mes amies de dessiner 2 photos pour, bien sûr, lors des conférences, il y a toujours des PowerPoint. Et donc, je voulais illustrer ma présentation, mais sans choquer le public. Donc, bien sûr, il y a plusieurs auteurs qui parlent de ces photos qu'on nomme photos d'agonie ou en photojournalisme, là, c'est des photos très violentes. Donc, John Berger, je le cite en fait, écrit « Elle nous décontenance comme chercheurs, comme lecteurs. Littéralement, elle nous arrête. Nous sommes saisis par elle. Alors qu'on les regarde, le moment de souffrance de l'autre nous engouffre. Nous sommes pris de désespoir ou bien d'indignité. Le désespoir assume une partie de la souffrance de l'autre sans aboutir à rien. » Et c'est le aboutir à rien qui pose question. Pourquoi montrer des photos qui sont très, très, très explicites parfois,
quel est le but de montrer ces photos-là? Est-ce qu'on montre juste des photos pour les montrer? Parce qu'en recherche, pour diffuser la recherche, il faut quand même avoir un objectif. Et l'objectif premier, c'est bien sûr de sensibiliser et d'accroître les connaissances sur un sujet. Et donc, les photos, pour nous, ne servaient pas un objectif scientifique et surtout humain valable. Donc, dans ce cas-là, donc on s'est dit, on va les dessiner, mais comme on fait des petits bonhommes allumettes de notre côté, on a fait appel à un pro. Et c'est vraiment la conjointe d'André Sellard qui a eu l'idée de la BD. Et donc, par un ami commun, Hugues Théoret, donc André a appelé Christian. Nous nous sommes rencontrés, la chimie est passée et tout ça. Et donc, on a commencé le projet ensemble de cette manière-là. Oui, comme Isabelle mentionne, c'est André Sellard qui m'a appelé au téléphone. Le terrain avait déjà été préparé par un ami commun, Hugues Théoret. Ça faisait des années qu'il disait « il faut que tu rencontres Sellard, il faut que tu rencontres Sellard ». Puis ça n'arrivait jamais, puis finalement, c'est arrivé cette fois-là. Je me souviens très bien où c'est que j'étais quand j'ai reçu l'appel d'André, parce que j'accompagnais un proche, mon père, à l'hôpital pour un pontage. Donc, c'était un moment assez ouf. On était un peu stressés, tout le monde. C'est ça, j'avais des émotions à fleur de peau. Puis André m'a présenté un projet Cendrillon, qu'on pourrait dire, parce que le projet, j'avais pleine liberté graphique. J'avais des échéanciers qui étaient vraiment raisonnables, puis un budget qui couvrait vraiment ce que ça coûte produire un album de bande dessinée. Le seul hic, dans le fond, c'est quand il m'a mentionné la thématique du suicide. Il m'a tout dit ça, puis après ça, il parle du suicide. Là, j'ai carrément fait un pas en arrière parce que c'est un sujet qui est tabou. Puis moi, ça m'a affecté comme la plupart des gens. Ça a plus affecté la personne que l'artiste. Mais après ça, bon, l'artiste a pris un peu le dessus, si on veut. Puis j'ai vu là un défi que j'ai accepté. Puis je les ai rencontrés pas longtemps après. Justement, cette première rencontre-là, Isabelle parlait que la chimie, ça passait. Puis entre nous trois, en fait, parce que Patrice vit à Mexico, la beauté des lieux du vignoble où André habitait et Chantal, les discussions qui étaient vraiment enjouées. Puis ça l'a donné le ton, en fait, pour la suite des échanges. Parce que c'est quand même une thématique qui est difficile à aborder, mais en même temps, le ton facilitait les échanges. Puis dès le départ, je pense que ça faisait 15 minutes que j'étais arrivé, Isabelle, elle me met une photo sous le nez, une photo choc. J'ai l'impression que c'était un test parce que c'était très choquant. Puis ça faisait la démonstration, cette photographie-là, qu'on ne pouvait pas, eux ne pouvaient pas le faire en photographie. Ça prenait, si on veut, la médiation par le dessin pour un peu pour faire passer l'information au lecteur. Puis parce que c'est ça, l'iconographie du suicide était mesurée en soi-même par cette photographie-là. Puis en même temps, ça a mesuré ma façon, ma capacité en fait à travailler avec cette matière-là. Puis je pense sincèrement que c'est pas, je pense que c'est pas tout le monde en fait qui peut travailler avec cette thématique-là. J'ai parlé avec d'autres auteurs de bande dessinée, des collègues, tout ça. Puis pour eux, ils disaient comment tu fais? Parce que pour eux, il y avait l'image, le premier choc des images était trop fort, ils ne pouvaient pas aller au-delà de ça. Mais quand Isabelle mentionne qu'il voulait travailler avec moi, c'était surtout pour, en ce qui concerne l'album Ludwig, que j'avais sorti en 2013 aux éditions Globales. Ça l'a servi d'amorce pour me contacter, en fait. C'est vraiment, je leur ai demandé pourquoi Ludwig, pourquoi pas d'autres albums, parce que j'en ai d'autres, pourquoi Ludwig les avait convaincus. Puis il s'agissait en fait de mon traitement onirique que j'avais réussi à utiliser dans ce livre-là pour transposer des émotions fortes. Dans ce cas-là, c'était des sentiments amoureux, des élans amoureux forts. Mais à partir de cet éclaircissement-là, quand ils m'ont confirmé que c'était l'onirisme, j'ai pu entrevoir comment j'allais aborder l'imagerie du projet. Je me suis dit, OK, c'est pas quelque chose de frontal qu'ils veulent, c'est vraiment quelque chose, justement, d'utiliser la bande dessinée pour évoquer certaines choses. Bon, l'évocation, c'est une chose, mais il y a le traitement des couleurs, un réalisme empreint d'une certaine légèreté, même si la thématique est lourde, pour faciliter justement la lecture. Mais ça, je vais le détailler un peu plus loin dans notre conférence.
Oui, parce que là, on reste un peu dans la genèse de ce projet-là, mais je pense que là, on s'est attardé un peu à la genèse du projet BD, mais j'aimerais faire un pas en arrière aussi et peut-être, en regardant Isabelle plus spécifiquement, nous ramener en 2006 avec le projet sur l'histoire du suicide au Québec. Donc, question de voir peut-être un peu qu'est-ce qui a mené à la mise en place et quel travail un peu a été réalisé aussi dans le cadre de ce large projet-là. Oui, donc vous parlez de 2006, c'est la date du premier CRSH qu'on a reçu pour ce projet sur l'histoire du suicide au Québec. Donc, à l'époque, j'étais en thèse de doctorat, André était mon directeur de thèse et il avait parti ce projet-là avec Patrice, donc à l'Université d'Ottawa, sachant que dans les années 90, en fait, assez récemment à l'époque, le greffe de la paix qui contenait les enquêtes du coroner venait d'être versé aux Archives nationales du Québec. Et contrairement aux autres greffes, les enquêtes du coroner n'avaient pas été élaguées, elles étaient intactes à quelques exceptions près. C'est comme par exemple s'il y a un feu quelque part au 19e siècle ou une inondation, mais malgré ça, les inondations, on a encore le papier, c'est juste un petit peu plus difficile à manipuler. Mais bref, on avait accès, en fait, à un corpus. Là, on parle d'1 million d'enquêtes du coroner à peu près. Et là-dessus, on a dépouillé plus de 16 000 enquêtes qui ont conclu à un décès par suicide. Bien sûr, on peut toujours se poser des questions à savoir si les accidents étaient vraiment des accidents, etc. Mais les dossiers dans lesquels c'est clairement indiqué que la personne s'est enlevé la vie. Depuis 3 ans, il y a une nouvelle loi, en fait, qui nous empêche d'avoir accès aux archives de 67 à 1986, mais on a quand même fait une bonne partie du boulot avant, donc il manque en fait dans notre base de données Rouyn-Noranda, les banlieues de Montréal, et on s'en excuse, mais c'est pas nous qui avons décidé de cette nouvelle loi. Donc, on a eu du financement. J'ai été embauchée comme prof en 2013. Et donc, je travaille vraiment de manière plus active sur ce projet-là. Donc, on parle d'une 40aine d'assistants de recherche, de grands budgets, évidemment, pour aller dans tous les centres du Québec. On parle de 10 centres, donc de BANQ au Québec, toutes les régions, et ce, sur plus de 220 ans, à peu près. Là. Donc, première enquête, peut-être 1765 jusqu'en 86. Et donc, c'est vraiment beaucoup de boulot. Numériser, coder, avoir une base de données, etc. Il y a un gros boulot logistique. Également, penser à la pérennité de la base de données. C'est toutes des questions très, très liées aux finances et à la logistique et aux assistants de recherche aussi qui vont sur le terrain. Reste qu'avec tous ces dossiers-là, les membres de l'équipe, autant les étudiants que les professeurs, ont choisi des sujets, en fait. On lit les archives, certains vont travailler sur les jeunes, par exemple, d'autres vont travailler un peu plus sur les lettres, sur les migrants, sur les suicides en région, les agriculteurs. Donc, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Et donc, moi, j'étais dans les dossiers, je regardais plusieurs lettres quand les auteurs parlent de responsabilité, notamment. Et je voyais de temps en temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez rare, mais de temps en temps, je voyais des photos. Et ces photos-là, comme je le disais quand même, genre pourquoi les montrer pour les montrer, mais ces photos-là, comme chercheurs, nous informent de quelque chose. Ils nous informent d'un souci de soi posthume, d'un souci à protéger les autres ou à régler ces petites affaires. Donc, on peut penser à des notes qui avertissent les proches, n'entre pas ici, appelle la police. On peut penser à des testaments. On peut penser à des arrangements. Donc, Christian a dessiné justement quelqu'un qui avait tout arrangé ses dernières volontés sur la table. Donc, il y a une espèce de souci. Je ne vous dirais pas que dans tous les dossiers, c'est clair. Je ne vous dirais pas il n'y a pas de suicide impulsif où on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Mais quand c'est la fin logique d'un parcours de vie douloureux, on voit vraiment une attention aux détails, une certaine lucidité. C'est comme la seule porte de sortie pour eux. Donc, il pourrait y en avoir d'autres, bien sûr, on le sait. Mais à ce moment-là, il y a ce soin qui est porté à soi. Même dans la BD, on parle de Marie Lalonde qui a écrit avant sa mort au croque-mort pour dire comment disposer de son corps. Donc, ce sujet-là est apparu et j'ai travaillé donc sur les scripts suicidaires avec Alex Gagnon. Les scripts suicidaires, en fait, donc on parle de scénario dans la BD, on peut aussi parler de script, c'est qu'on a en fait comme
comme personne vivante, mais également comme professionnels appelés à rendre compte de la mort, soit les policiers, les coronaires, les ambulanciers, une lecture. Donc, on a une espèce d'imaginaire sur ce qu'est un décès ou autre chose, c'est un accident, mais ce qu'est un décès, et certaines variables nous permettent de le lire comme étant un suicide. Et donc, ça informe autant les professionnels comme les coronaires de ce qu'ils vont trouver sur une scène de décès que les personnes qui pensent à s'enlever la vie aussi. C'est comme des espèces une espèce d'imaginaire sur ce qu'est un suicide. Si je peux vous donner un exemple, c'est un peu en parlant des décès équivoques. Donc, les dossiers où il y a interprétation, où il y a débat, parce qu'il y a une grande différence entre se donner la mort, si je peux dire, et se laisser mourir. Et donc, comment lire les noyades sans témoin, les surdoses de drogue ou de médicaments, les accidents de chasse douteux, ou encore le fait d'arrêter de s'alimenter. Et ces décès-là n'entrent pas nécessairement dans la catégorie suicide, ce qui permet également aux personnes qui pensent à s'enlever la vie d'arranger un peu leur décès pour qu'ils passent soit inaperçus ou encore qu'ils soient vraiment publics. Dans certains cas, comme Huguette Gaulin, c'était très public dans le Vieux-Montréal. Donc, c'est un peu ça, la base de ce projet, qui est d'abord un article scientifique et ensuite une BD, c'était vraiment de regarder avec plus de précision comment les gens vivent et mettent en scène leur dernier moment. Et on a voulu le faire avec respect. Et dans le contexte de la BD, évidemment, il faut choisir un angle parce qu'on comprend de ce que tu nous en dis, c'est un projet qui est large, il y a eu beaucoup de publications. Donc, il faut choisir un angle aussi dans ce qu'on va vulgariser par le biais de l'outil BD. Et vous avez choisi d'aborder un peu les derniers instants avant le passage à l'acte pour ce volet-là du projet. Exactement. Exactement, parce que pour d'autres sujets, évidemment, des articles scientifiques, des chapitres de livres ou même des livres, ça va bien, mais il me semblait que l'aspect visuel était plus important lorsqu'on aborde les derniers moments, les dernières minutes ou secondes, ou quelques heures avant même le décès des personnes. Donc, bien sûr, on avait, comme je le disais, accès à certaines photos qui nous permettaient aussi de penser un visuel. Donc, l'idée est venue de là, en fait. Et à partir de ça, il y a beaucoup de données, de matériel qui sont disponibles, dans le fond, j'imagine, et qui peuvent permettre après ça d'aller explorer différents sous-angles à l'intérieur de cet ensemble-là. Exactement, exactement. Donc, c'est un petit peu des cas de figure aussi dans la BD. C'est genre, si je peux aborder cette partie-là plus spécifiquement, Christian, donc la première histoire qu'il a dessinée, c'est une jeune franco-ontarienne. Donc, c'est pas la seule qu'on retrouve. Bon, c'est peut-être pas... il n'y a peut-être pas beaucoup de franco-ontariennes nécessairement, mais c'est pas la seule jeune femme enceinte qu'on a retrouvée dans les dossiers fin 19e, début 20e. Donc, c'est un dossier qui était particulièrement parlant parce qu'elle a écrit beaucoup. Donc, elle s'est arrangée aussi avec un policier pour avoir des médicaments qu'elle ne pouvait pas obtenir autrement. Et donc, ce cas-là, comme je vous le disais, il n'est pas unique. On parle seulement de celui-là dans la BD, mais ça parle plus généralement des conditions de vie, des conditions sociopolitiques, donc des jeunes femmes au début du 20e siècle qui tombent enceintes, et c'est un peu une mort sociale pour elles. Donc, j'ai également dépouillé les dossiers d'avortement. J'ai également vu beaucoup d'enquêtes sur des fœtus ou des morts-nés qui étaient envoyés au dépotoir ou dans les ruelles de Montréal. Donc, il y avait plein de moyens pour gérer ces grossesses hors normes, immorales. Hein, donc, c'est vraiment la charge morale est sur les épaules de ces femmes-là. Et donc, évidemment, dans la BD, on a intégré cette histoire-là comme étant un cas de figure de plusieurs autres histoires de femmes. Et je dis pas que le fait d'être enceinte, c'est une cause pour le suicide, mais disons que ça facilite ou ça restreint plutôt les possibles options pour ces femmes-là au début du 20e siècle. Et ça nous ramène au principe, dans le fond, de la mort digne, de la mort indigne, au bout du compte, à travers tout ça. Exactement. Exactement. Parce que c'est sûr que dans cette partie-là, en fait, du projet, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des suicides impulsifs, il y a des suicides un petit peu qu'on comprend mal, OK? Donc, mais comme je le rappelle, en fait,
c'est vraiment des dossiers dans lesquels les gens portaient une attention particulière à leur départ. Et donc, par opposition, on peut bien sûr parler de la mort indigne, qui est souvent induite par des politiques qui surplombent l'individu. Et donc, on parle de conditions de vie extrêmement précaires, invivables. Donc, on pense aux personnes de la rue, aux migrants, aux victimes de violences graves. Et donc, ces morts-là s'accompagnent souvent ni de rituels, ni de mémoire. Et les proches sont souvent absents d'ailleurs. C'est d'ailleurs un de mes projets de recherche que je viens de commencer. C'est sur la mort indigne, c'est sur les corps non réclamés au Québec. Et là, je vais regarder Christian. En fait, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, Isabelle et André avaient commencé un peu à présenter une photo, deux photos. Donc, j'imagine qu'ils t'ont préparé à faire face aux documents d'archives et plus particulièrement aux documents photographiques. Donc, comment on se prépare, comment on réagit? Peux-tu nous parler un peu de ces éléments-là? Oui, c'est ça. En fait, Isabelle, pas longtemps après, elle a commencé à m'envoyer quelques photos à la pièce. Qui était beaucoup plus soft en fait que la première qui m'avait mis sous le nez, qui était vraiment c'est une des pires que j'ai vues, je pense, de tout le projet. Mais les photos plus soft, comment je pourrais dire, ils provoquaient quand même un inconfort là, qui était réel, qui était vraiment tangible. Je pense particulièrement à un gars, un homme qui avait encore ses lunettes, qui était debout devant la porte de sa salle de bain. Je regarde la photo, je me dis, bon, c'est quoi? Est-ce que c'est le policier qui est debout devant la porte? Qu'est-ce que c'est? Puis je me suis demandé pourquoi Isabelle m'a envoyé ça, parce que pour moi, ça ne ressemblait pas à une scène de suicide. Jusqu'à temps que je m'aperçoive de ses pantalons qui étaient comme rabaissés un petit peu. Puis que je me suis aperçu que l'homme debout, en fait, il était pendu. Donc, ça m'a vraiment fait traverser un frisson parce que il y a un frisson qui m'a traversé parce que j'avais l'impression, je ne l'avais pas vu le mort. Mais voir un mort debout, c'est c'est quelque chose d'assez particulier. C'est des sentiments étranges. Puis à partir de là, j'ai commencé vraiment à me dire, bon, OK, il faut vraiment que je me prépare psychologiquement. Après ça, Isabelle m'a envoyé un gros document, un PDF de près de 800 pages que j'ai commencé à faire défiler sur mon écran. Il y avait beaucoup de lettres manuscrites, puis pour les documents les plus récents, ils étaient dactylographiés. Puis c'est en déroulant vraiment tout ça sur mon écran que les premières photos sont apparues. Elle n'était pas si glauque au départ, en fait. Des fois, on se prépare à pire que c'est, puis la préparation fait partie de ça. La première chose que j'ai remarqué, par contre, c'est la banalité des objets, des décors, qui était vraiment facilement là, identifiable, mais ça accentue l'étrangeté de la chose, ces objets du quotidien-là. Ça m'a ramené au concept vraiment d'inquiétante étrangeté de Freud que j'avais étudié à maîtrise. Ça crée une sorte de dichotomie où le geste extraordinaire côtoyait des objets qui étaient ordinaires. Des choses, des fois, on voit des scènes spectaculaires comme ça au cinéma puis à la télévision, où c'est vraiment le spectacle qui couvre tout. Mais là, cette fois-là, on avait les objets du quotidien qu'on ne retrouve pas habituellement. Je trouvais que dans ces objets de banalité-là, il y avait une clé graphique pour transposer en fait l'horreur des victimes vers ces objets, sans affaiblir le message, mais au contraire, je trouve que ça le renforce parce qu'il n'y a pas de blocage qui s'effectue chez le lecteur à ce moment-là à travers l'objet. Parce que l'objet peut être commun au lecteur comme à la personne qui a commis le geste suicidaire. Ce que le texte évoquait avec dureté, il fallait le rendre avec délicatesse. Ça, c'était une certitude que j'avais. Puis quoi de mieux qu'un plan rapproché? Des fois, on rapproche la caméra d'un détail qui n'est pas le détail principal que le coroner voulait photographier lui, mais qui est un détail à côté. Ce qui rend compte de la réalité sans en faire une monstration brutale, là, de quelque chose de frontal. Des fois, pour participer à la montée dramatique du récit, il a fallu que je choisisse de montrer, entre guillemets, des suicides brutaux, très, très brutaux. Je pense ici au cas extrême dans le livre, qui est les deux femmes à la Cironde, pour parler de l'effet Werther. Face aux photographies de ces deux femmes-là, qui étaient décédées de façon atroce, c'était difficile pour moi de regarder les photos d'un seul coup. En fait, il a fallu que je me mette la main, là, un peu comme ça, là, entre moi et l'écran, puis d'enlever ma main progressivement pour dévoiler les détails, les parties de l'image, jusqu'à temps que je les vois au complet.
C'est vraiment parce que je suis, comme tout le monde, sensible à ces images-là. Puis l'état des deux scènes portait un message qui était très puissant des suicidés. Je pense que passer à côté iconographiquement de ces deux cas-là aurait été une erreur, parce que ça leur aurait enlevé à la fois de l'intérêt au niveau documentaire puis narratif. Parce que j'ai choisi vraiment cet extrait-là pour créer une montée, une tension dramatique, parce que dans le système de page à tourner, que c'est un album de bande dessinée, ce système-là crée un effet de surgissement, comme on nomme en théorie dans la bande dessinée. Donc, on tourne la page, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Donc, il y a vraiment une surprise à chaque fois. Donc, il y a une tension. Le fait d'avoir mis ces images-là dans le premier tiers du livre crée une tension chez les lecteurs qui avait inconsciemment une attente peut-être d'avoir une autre scène, ou une appréhension plutôt d'avoir une autre scène comme ça lorsqu'ils tournaient la page. Puis finalement, ça ne vient pas. Là. Je vends peut-être un punch du livre, mais ça ne vient pas. Parce que le but de mettre cette image-là, c'était pour montrer, bon, jusqu'où ça peut aller l'horreur, l'iconographie, mais en même temps de créer cette tension-là qui demeure dans le livre sans nécessairement être trop choquant pour le lecteur pour qu'il puisse continuer sa lecture. Et d'un côté, dans le fond, il y a l'accès à ces images, à ces documents d'archives, à ces dossiers du coroner et l'interprétation qu'on va en faire. Et de l'autre, j'imagine aussi qu'en faisant ces analyses-là, on prend conscience de l'évolution peut-être, ou d'une évolution au fil de l'histoire de notre relation avec le suicide. Oui, oui, tout à fait. Même quand je suis entrée en archives là, en 2006, je ne m'attendais pas à voir les verdicts, en fait. Il faut se rappeler que le coroner avait une cour avec des jurys jusqu'en 1967. Et donc, je me rappelle d'avoir vu ces premiers verdicts en latin, parce que je dépouillais 18-19e siècle, Fellow DC non compos mentis. Donc, j'ai même regardé dans le dictionnaire parce que mon latin n'était pas à jour tout à fait. Mais donc, Fellow DC, c'est vraiment un homicide de soi-même, et non compos mentis, il n'a pas toute sa tête, il a perdu la raison. Donc, il faut rappeler effectivement que le suicide a d'abord été vu comme un lèse-divinité. Il y a des traces au Moyen-Âge de lèse-divinité, de crime contre Dieu. Et c'est ensuite devenu un lèse-majesté, donc un crime contre la couronne, représentant Dieu sur terre. Donc, il faut également rappeler que le suicide, décriminalisé par le droit civil, j'y reviendrai, mais la tentative de suicide reste criminelle au Canada jusqu'en 1972. Et donc, j'ai aussi dépouillé les procès pour tentative de suicide, et je dirais que la moitié allait en prison et l'autre moitié en institut psychiatrique. Donc, jusqu'à la fin des années 1960, il y a des gens qui voulaient s'enlever la vie et leur peine, c'était la prison. Donc, il y a certaines personnes dans les dossiers, donc dans les lettres de suicide, qui vont parler de ça, d'ailleurs. Foucault se posait la question dans les années 70, donc peu après, comment est-on passé, en fait, d'un droit, sous l'Ancien Régime, qui fait mourir et laisse vivre, à un droit au 19e siècle qui fait vivre et laisse mourir. Il n'apporte pas vraiment d'éléments de réponse à ça, mais il dit c'est quand même curieux. On doit s'étonner, en fait, que le crime de suicide, c'est qui autrefois usurpait ce droit au souverain, donc de donner la mort, soit devenu l'une des premières conduites étudiées par la sociologie et bientôt par la psychologie aussi. Donc, deux champs qui étudient beaucoup, beaucoup le suicide depuis plus d'un siècle. Donc, un geste, selon lui, qui étonne quand on a pour tâche sociale depuis 2 siècles de gérer la vie et de contrôler les populations notamment. Je ne parlerai pas plus en détail de Foucault ici, mais c'est bon de le relire, donc son petit essai des années 70. Donc, je veux tout simplement revenir au fait que donc les premiers verdicts fin 18 jusqu'à la mi-temps du 19e siècle, c'est donc des Fellow DC. Et je vais vous lire un extrait d'une archive, en fait, d'un verdict de 1809 pour, bien sûr, donner un exemple des mots dits à l'époque. Le dit François, en oubli de Dieu, séduit et mu par l'instigation du diable à Trois-Rivières, c'est comme un félon de lui-même, félonieusement, volontairement et de sa malice préméditée, tué, étranglé et assassiné contre la paix de notre dit souverain le roi, sa couronne et sa dignité. Donc, c'est vraiment fort comme citation. Là, on voit vraiment le poids, donc non seulement d'un crime contre Dieu, comme je le disais, mais d'un crime contre la couronne, contre le roi.
Et donc, les peines, bien sûr, vous allez me dire, que faire? Si en Nouvelle-France, on trouve des traces de peine sur le corps du décédé, à partir du régime anglais, ce n'est plus le cas. Pernicieusement, si je peux dire, la peine est alors envers les proches du décédé, et donc qui se font confisquer tous leurs biens et leurs avoirs par la couronne britannique en cas de félonie. Donc, c'est autant le cas pour les homicides, sauf que la personne est toujours vivante si c'était en fait la personne qui tuait une autre personne. Donc, dans les cas de suicide, en fait, c'est que la personne est bien décédée et là, c'est les proches qui vont perdre leur maison, leur ferme, leurs animaux, leur petit bas de laine, leur petite somme d'argent. Et donc, si on voit que ce verdict-là disparaît au mi-temps du 19e siècle, c'est un peu en même temps que les règles McNaughton en droit criminel. Et donc, les règles McNaughton, dans d'autres cas d'actes criminels, en fait, on tend à vouloir déresponsabiliser les personnes qui n'ont plus toute leur tête. Et donc, c'est bien sûr, on va parler de médicalisation des comportements déviants et criminels, de psychiatrisation surtout. Mais dans le cas du suicide, je vous dirais que c'était une bonne chose, même si on peut critiquer, bien sûr, toute la question de l'intention et de la responsabilité en droit criminel. Pour le suicide, ça reste une bonne chose et ça va être le droit civil qui va venir vraiment mettre le tampon pour que la famille soit protégée, en fait, à partir de 1872 et puisse conserver ses biens et meubles. Bien sûr, ça n'enlève pas toutes les sanctions sociales et morales autour du suicide, hein, c'est donc de le voir vraiment comme un crime contre Dieu et contre la couronne. Et donc, on le sait, donc les services religieux, les sépultures n'étaient pas permises dans les cimetières chrétiens jusqu'à récemment. Les assurances-vie aussi, les mutuelles au début du 20e, et encore aujourd'hui, si on la lit comme il faut regarder les dates, donc sont inopérantes dans les cas de suicide, tout comme les pensions aux vétérans et à leurs veuves là, pour l'armée canadienne. Donc, il y a beaucoup encore de conséquences pour les proches. Et donc, comprendre la perception du suicide aujourd'hui passe impérativement par son histoire, puisque c'est un geste aux conséquences très lourdes pour les proches des victimes. Et donc, les sentiments de honte et de culpabilité qu'on y associe en découlent probablement. Hein. Je ne suis pas devin, mais je me dis que si c'était un crime sévèrement puni et que les proches étaient également punis et qu'ensuite on n'avait pas de sépulture dans les cimetières, c'est sûr que la honte autour du suicide, le tabou, en découle. Je voudrais quand même dire qu'au 20e siècle, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Là, on va parler un petit peu plus de suicide et il y a même des coronaires un peu plus libéraux qui vont aller jusqu'à parler dans les années 20-30 de destruction personnelle ou volontaire. Donc, il y a une espèce de démédicalisation du suicide là, entre les deux guerres. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, on va vraiment voir quand même une repsychiatrisation très intense du suicide. Je mentionne aussi qu'il y a eu un changement dans la manière de le voir administrativement et socialement par l'abolition de la Cour du coroner en 67 et aussi la décriminalisation de la tentative de suicide en 72. Donc, ce qui serait intéressant de faire, en fait, pour les dernières années, les dernières décennies, ce serait d'interroger les coroners sur leurs pratiques, sur la manière de lire ces décès, puisqu'on n'a pas accès aux archives disons, là, depuis 67, on a moins accès aux archives. Oui, puis j'imagine que le rendu aujourd'hui, le verdict officiel a évolué aussi. Il me semble qu'on parle de mort violente sans responsabilité criminelle, de ce que tu m'en avais dit, dans le fond. Exactement. Ça a vraiment évolué. Donc, l'INSPQ s'occupe de récupérer les statistiques sur les décès au Québec. Donc, ça change avec le temps. Ils disent qu'aujourd'hui, on a une meilleure idée des types de décès, là, qu'ils sont mieux calculés d'une certaine manière, mieux nommés, avec plus de précision. Mais je crois que c'est un projet de recherche intéressant que d'aller les voir, hein, d'aller les interroger pour voir comment, dans nos sociétés et sur la longue durée, on peut lire la mort, nommer la mort, avec quels indices. Et là, Isabelle, Christian, en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu deux axes qu'on a développés quand on parlait de mort digne, mort indigne, qu'on nous amenait sur la mort amoureuse, la mort violente et le reste. Donc, il y a un peu une typologie par nature, dans le fond, par type de suicide, par contexte, etc., qu'on peut aller exploiter.
et de l'autre, on vient de mettre de l'avant un aspect chronologique, dans le fond, sur l'évolution des raisons, des conséquences dans un contexte social qui évolue. Donc, dans ce contexte-là, quand on choisit d'aborder des axes de fin de vie par le biais de la BD, de vulgariser ces thématiques-là, ben de quelle manière, justement, on va choisir de structurer le scénario? Parce que on revient, évidemment, on passe d'un travail de recherche, il faut l'amener quand même à un récit de bande dessinée. Donc, les impératifs narratifs ne sont plus les mêmes. Il faut réussir à trouver, j'imagine, des nouveaux impératifs ou une nouvelle manière narrative qui va fonctionner quand on va l'amener par le biais de la bande dessinée. Peut-être, Christian, de ce côté-là, d'entrée de jeu? Ben, c'est ça. Écoute, au niveau de la chronologie, c'était vraiment nécessaire, là, en partant, d'établir la méthodologie. Vu que c'était un travail de recherche universitaire, tout ça, c'était de reprendre le cadre de nos premiers échanges. Donc, dans la bande dessinée, on a créé une mise en abîme. Ça servait vraiment bien l'installation, si tu veux, des amorces du récit. Donc, moi, j'apparais dans la première scène, comme je le dis souvent, comme l'idiot utile, à qui André et Isabelle s'adressent. Mais dans le fond, utile pourquoi? Parce que ça explique en même temps qu'à moi, il explique au lecteur à qui le discours il est destiné. Il explique au lecteur d'où ça vient, pourquoi l'idée de faire une bande dessinée, le pourquoi du comment du projet, en fait. C'est ainsi que, c'est ça, la méthodologie. C'est ce cadre constituant de la recherche universitaire. Hein. Elle s'est invitée vraiment comme partie intégrante du scénario parce qu'elle introduisait tout ce qu'il fallait présenter au lecteur en partant. Par contre, il y a eu une non-chronologie historique qui a été supplantée par une typologie des suicides. Ça a vraiment structuré le récit. Comme auteur de bande dessinée, moi, je devais solutionner quand même une problématique qui consistait là, vraiment à balader le lecteur là, d'une époque à l'autre sans tenir compte là, d'une chronologie. Là. On ne parlait pas de 1920, 1930, 1940, on parlait de 1940, 1920, 1930. Donc, on se promenait un peu partout. Pour ça, il fallait vraiment distinguer les différentes temporalités. Il fallait y donner des points de référence d'ancrage temporel à ce lecteur-là pour qu'il puisse se positionner vis-à-vis des images qui étaient proposées. Il faut dire que depuis quelques années, en fait, depuis 2018, je travaillais déjà en monochromie avec l'album Vengeance primitive, où j'avais été en résidence justement en Allemagne pour travailler sur ce livre-là. Là, j'avais décidé vraiment de travailler sur des papiers de couleur. Donc, dans ce livre-là, le bleu prédominait. Puis, c'est vraiment à partir de cet album-là que j'ai décidé de diviser les temps par couleur de papier. Quand on dit à quelqu'un sépia, il pense tout de suite bon dans l'histoire, les années 20, avant les années 60, en fait. Là. Donc, déjà, dans sa tête, le travail est fait, c'est associé à une temporalité X. Donc, c'est vraiment, j'ai utilisé le papier sépia pour les photographies anciennes, puis pour faire le travail, justement, au niveau des liaisons temporelles dans l'inconscient du lecteur. J'ai attribué aussi le bleu pour le présent, pour pouvoir que le lecteur vraiment distingue des fois le discours des universitaires, des scènes comme telles. C'est pour ça, à un moment donné, j'ai installé ça au début de façon plus classique, puis à un moment donné, j'ai commencé à davantage jouer en insérant un petit peu de bleu dans beaucoup de sépia, ou le contraire, comme on peut voir sur la diapo. Parce qu'à ce moment-là, vraiment, même graphiquement, quand on voit cette diapo-là, on voit 4 planches, puis les 4 planches sont vraiment, on voit la distinction des couleurs. Donc, on distingue les temps très, très facilement. Ça a le double avantage de conserver l'attention du lecteur dans l'espace puis le temps. Puis le deuxième, c'était de ramener sporadiquement le porteur du discours par le bleu, en fait. Et j'aimerais, Christian, que tu nous amènes un peu peut-être dans ton processus de création aussi de l'image, justement, ou d'une image, parce qu'on parlait, on a dit que c'était beaucoup l'aspect onirique de ton travail qui avait attiré, bon, Isabelle Perron, André Sellard donc Patrice Corriveau vers justement ton travail à toi qui les avait amenés à choisir. Donc, comment on travaille un peu l'image, comment on développe, si on peut dire, cette approche onirique-là et comment on en arrive à déterminer ce qu'on va montrer, ce qu'on ne montrera pas. Ouais, tu as raison de le souligner. L'approche onirique, c'est comme
je l'ai mentionné aussi dans l'introduction, c'était vraiment le point central de mon approche. C'était vraiment là-dessus qu'il fallait que je travaille. Ça m'a permis de montrer ce qui n'était pas montrable à plusieurs endroits dans le récit. Je prends par exemple la scène des suicidés du pont Jacques-Cartier, qui est directement inspirée des jumpers du World Trade Center du 11 septembre, que j'avais traité pour une exposition de peinture en 2006. Puis même ces images-là qu'on avait reçues à l'époque, moi, ça m'a pris de 2001 à 2006 pour pouvoir travailler là-dessus, parce que je trouvais ça vraiment difficile. Ici, le discours des universitaires portait vraiment sur les lieux communs de suicide. Je voulais montrer des gens en chute libre, mais dans une sorte de suspension temporelle. Les multiplier, ça créait je les juxtaposais. Ça permettait de faire côtoyer différentes temporalités grâce aux vêtements qui sont différents. Ils devenaient en quelque sorte des parenthèses temporelles là, qui étaient plantées carrément dans le décor, mais qui sont une à côté de l'autre pour le lecteur. Ces corps en suspension-là, ils s'apparentaient davantage à une sorte de ballet aérien pour moi. C'est là que je trouvais que c'était onirique puis c'était recevable pour le lecteur. Un détail d'importance pour moi, là, j'ai représenté discrètement au premier plan le cinéaste Claude Jutras qui s'est vraiment lancé en bas du pont Jacques-Cartier en 86. C'était un petit clin d'œil à une bande dessinée que j'ai produite il y a une couple d'années puis qui n'a pas pu voir le jour là, parce que l'œuvre de Jutras était centrale. Mais je trouvais ça intéressant parce que ça vient de la représentation de Jutras dans Vous avez détruit la beauté du monde vient de ce livre-là. Qui n'a pas vu le jour, malheureusement. Et j'imagine que certaines scènes, à l'inverse, qui étaient plus faciles à faire parce que, dans le fond, on reproduisait telle quelle la scène qui était présentée dans les rapports. Oui, exactement. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est l'étalement des objets par les suicidés qui participaient à leur mise en scène. Isabelle en a parlé plus tôt. Les gens arrivaient, puis j'ai d'ailleurs un ami proche qui a fait ça. Il a tout étalé les objets sur la table à la cuisine chez lui. Les objets d'importance. Il avait même préparé un album photo et des choses comme ça. Il y a aussi une scène pour les noyés qu'il fallait que j'illustre. J'avais amorcé le travail sur une illustration qui n'apparaît pas dans la bande dessinée finale. Cette illustration-là, elle était très, comment je peux dire, c'était comme si quelqu'un qui nageait en dessous de l'eau. Mais ça ne marchait pas. C'était pas onirique. Ça portait quelque chose, ça portait le lecteur à confusion, en fait. C'était pas assez précis. À ce moment-là, il a fallu que je voulais vraiment avoir le même objectif que pour le ballet aérien là, du pont Jacques-Cartier, mais ça marchait pas. Donc, j'ai abandonné l'idée pour reprendre carrément, là, presque telle quelle, une photo du coroner là, qu'on peut voir sur la diapo. Parce que quand j'utilisais les documents du coroner, je me posais toujours les mêmes questions. Est-ce que c'est trop dur pour le lecteur? Est-ce trop beau? Est-ce que ça nuit à la lisibilité du récit? C'est toujours ça que je me posais parce qu'à un moment donné, on est immergé là-dedans. Puis je dirais pas qu'on s'habitue à ces images-là, mais on finit par être, comment je pourrais dire, à se développer une carapace, en fait. Puis là, c'est vraiment de me mettre à la place, d'avoir une certaine empathie envers le lecteur. C'est ça, moi, que je trouvais important à ce moment-là. Puis on se met à la place du lecteur sur la manière dont il va recevoir ces images-là, autant qu'il faut, et ça, c'est la particularité de la BD, il faut le guider aussi dans l'image, guider son regard. Il faut s'assurer que ça soit lisible. Donc, s'il n'y a pas de chronologie formelle, ben, comment on s'assure que tout ça reste lisible pour le lecteur? Ben, effectivement, ça a été aussi une préoccupation tout au long du récit. Parce que là, c'est une bande dessinée, c'est pas un héros qui trimballe l'action avec lui de case en case, de page en page. Là, c'est carrément plusieurs narrateurs, plusieurs époques. Donc, il faut vraiment arriver à créer un chemin pour le lecteur sans qu'il y ait de résistance au niveau de la lisibilité du récit. L'exemple du traitement chromatique pour déterminer, pointer les temporalités, c'est un exemple. En choisissant certaines images qui étaient plus difficiles pour la montée dramatique de la trame narrative, j'ai fait le pari que le lecteur était capable d'en prendre. En autant qu'on lui présentait des choses qui étaient mesurées avec retenue. La bande dessinée, c'est un ensemble d'images fragmentaires, comme tu sais, hein, Raymond? Ces images fragmentaires-là, ils portent une charge iconique lorsqu'ils sont solidaires entre elles. Une case est donc précédée d'une autre,
puis ça constitue le passé. Elle constitue son passé et précède elle-même une autre à venir. Donc, ça crée un mouvement de lecture à ce moment-là. Chaque case est lue par le lecteur à travers l'écho de la précédente. Le défi majeur, choix de démonstration, c'était vraiment dans cette partie-là du dispositif de la bande dessinée. C'est un souci que le lecteur ne soit pas bloqué dans sa lecture par une image trop choquante. Il fallait vraiment mesurer l'impact d'illustrer des scènes qui étaient plus difficiles, voire insoutenables, comme beaucoup de photos du coroner. Au sein de cette série d'images solidaires-là, il ne fallait vraiment pas perdre le lecteur. Donc, une image trop forte, trop gore, pouvait stopper la lecture parce que son écho était trop puissant dans la suite des images à venir. On peut le voir, j'ai schématisé un peu le dispositif de la bande dessinée pour montrer l'impact que ça peut avoir. Parce que la pensée du lecteur, si l'image était trop violente, 3 pages après, il y a encore l'image précédente, l'image violente d'avant. Donc, entre cette image violente-là et le 3 pages qui vient de parcourir, il y a plein d'informations qui sont perdues. Puis même, ça, si on est chanceux, s'il n'arrête pas la lecture en soi. Donc, c'était vraiment important pour cette raison-là, comment je pourrais dire, d'être très, très, très délicat par rapport au lecteur, par rapport au choix qu'on faisait. Le cas exemplaire de la planche des femmes avec la scie ronde, ça témoigne de cette difficulté-là. Pour moi, c'est l'exemple type pour rendre la lecture fluide tout en se rapprochant des images du coroner. Bien sûr, c'est sûr, j'ai pas pris les images telles quelles du coroner, j'ai déplacé le plan de vue un peu pour éviter vraiment les détails trop difficiles qui apparaissent sur des photos qui ne sont pas montrables. Mais je crois quand même que cette image-là des femmes à la scie ronde que je reprends, ça marque d'une empreinte des échos à l'intérieur du livre. Comme je l'ai expliqué précédemment, ça marque cette tension-là chez le lecteur, tout simplement. D'autres fois, pour l'exemple de Marie, dont Isabelle a parlé, la couleur servait simplement à illustrer la mort, tout en la rendant invisible, en fait. Le verre de Paris, là, dans ce cas-là, a été vraiment utile parce que la séquence est très douce visuellement et donc facile à aborder pour le lecteur. La couleur devient narrative à ce moment-là. Et est-ce que tu avais reçu les séquences dans l'ordre? Est-ce qu'il y avait déjà, dans le fond, tu disais, OK, voici comment on va l'organiser? Ou au contraire, au fil de la création, l'ordonnancement de tout ça s'est fait de manière peut-être un peu organique. Dans le fond, on a identifié les scènes qu'on voulait exploiter sans nécessairement savoir exactement où elles allaient s'insérer. Tu marques un point là, important parce que Isabelle et André et Patrice m'ont carrément pitché les différentes scènes dans le désordre. En fait, ils ne m'ont pas pitché ça, je fais des blagues, mais on m'a envoyé le texte sur Marie, en fait, en premier, qui se passait en 1904. Donc là, j'ai vraiment développé cette scène-là. Ensuite, il y a même eu d'autres scènes que je n'ai pas jointes ensemble. Je pouvais pas, ça crée un problème au niveau technique. Là, je ne pouvais pas numéroter les planches telles quelles. J'étais obligé de dire Marie, planche 01 dans mon montage. Puis ensuite, là, ils m'ont envoyé des bouts, comment je pourrais dire, d'autres bouts de d'autres scènes. Puis là, à un moment donné, ils ont emmené un ordre qui est pas mal resté le même, sauf qu'il y a eu un petit changement à un moment donné. Mais pour conserver cette fluidité-là, il a fallu que je développe des stratégies, des planches de transition. Il y a des éléments graphiques qui étaient utilisés pour opérer un changement temporel. C'est à ce moment-là, comme on peut voir sur l'image, j'ai utilisé l'anacolute graphique que j'ai développé. C'est un principe narratif de pivot temporel que j'ai développé à la maîtrise à l'Université du Québec en Outaouais pour l'album Advocatus Diaboli. Il s'agit de créer des pivots temporels au sein de la composition de l'image, en plaçant des objets de façon incongrue, mais qui donnent une nouvelle direction à la temporalité. Comme dans l'autre diapositive, la salle de classe où Patrice enseigne. La salle de classe, la scène d'avant, ça se passe au vignoble. C'est le vignoble qui est en arrière-plan, c'est le mur arrière de la salle de classe. Donc, il y a une transition vraiment visuelle et d'espace et de temps qui s'effectue d'une fraction de seconde. Et tout ça dans un contexte où, parce que là on mentionne justement le côté temporalité, dans le fond, dans quelle période historique se situe l'action. On a vu, dans ce que nous disait Isabelle tout à l'heure, qu'il y a une évolution dans la perception, dans le contexte
en lien avec la relation du suicide, avec le suicide, mais que aussi, dans le fond, j'imagine que ce contexte-là, social, politique, transforme la manière de mettre en action le geste aussi, Isabelle. Oui, oui, parce que pour revenir au scénario, pour rebondir un peu sur ce que Christian dit, c'est vrai qu'il y a des cas qui nous apparaissaient comme étant exemplaires dans le sens où c'était des dossiers mieux fournis, okay, avec plus d'explications, alors qu'il faut quand même dire que sur les plus de 16 000 enquêtes qu'on a numérisées, parfois ils font 2-3 pages, hein, c'est clair, net et précis, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, c'est sûr qu'au fil des années, on avait travaillé certains cas plus que d'autres. On les reliait à d'autres cas semblables, mais moins parlants. Et donc, tout ça a servi finalement de fil pour créer le scénario final. Et donc, comme Christian le disait, la trame, c'est beaucoup la recherche universitaire qui parle du suicide, donc avec une mise en abîme du projet. Et donc, c'était de parler des scripts ou des scénarios et d'insérer des cas de figure. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des jeunes femmes enceintes fin 19e, début 20e siècle. Patrice Corriveau a beaucoup travaillé la question des suicides amoureux, des pactes suicidaires. Et donc, cette partie-là a vraiment été scénarisée et présentée à Christian par lui. Donc, c'est des questions aussi qu'on se pose parce qu'à la fin de la planche, c'est des nouvelles qu'on entend à la radio, comme quoi un couple assez âgé veut partir en même temps, veut finir sa vie en même temps. Donc, il y a des questions éthiques très contemporaines, notamment avec l'aide médicale à mourir aussi. Donc, ça ouvrirait une porte pour d'autres sujets aussi. Mais bien sûr, on a terminé la BD avec ce qu'on appelait dans les journaux à l'époque, dans les années 60-70, la vague des suicides poétiques au Québec. Donc, ces suicides, en fait, ces suicides sont dans un contexte particulier. Et donc, on pense bien sûr à Claude Gauvreau, on ne sait pas trop si c'est un suicide ou un accident. Pour Hubert Aquin, c'est plutôt clair. Huguette Gaulin aussi, poétesse qui s'est enlevé la vie par le feu sur la place Jacques-Cartier à Montréal. Et d'où le titre de la BD, Vous avez détruit la beauté du monde. Donc, elle a crié avant de gratter l'allumette. Donc, on a abordé cette question-là à la fin. Et donc, ça s'ouvre bien sûr sur d'autres projets avec 3 petits points, puisque cette question-là est posée. Tous les Québécois se posent la question pourquoi il y a une augmentation des suicides depuis les années 60, avec une récente diminution au cours de la dernière décennie. Donc, bien sûr, ça augmente statistiquement parlant dans les années 60. Il y a bien sûr tous ces artistes qui vont écrire sur le mal-être à être né pour un petit pain, hein, des pea soup. Il faut aussi juxtaposer ça avec, comme je le disais tout à l'heure, une plus grande acceptation de la lecture par l'abolition de la Cour du coroner, par la décriminalisation de la tentative de suicide. Donc, tout ça est mélangé un petit peu à ce moment-là. Il y a plusieurs hypothèses qui circulent par rapport aux augmentations, diminutions statistiques. Je parlerai pas de ces hypothèses aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un article intéressant à écrire sur le Québec en particulier et un taux de suicide qui a été particulièrement élevé pendant plusieurs décennies. Reste que, à ce désir d'émancipation, peut-être politique et social et économique, on pourrait peut-être plus parler de suicide politique que poétique. Bon, c'était peut-être plus des artistes, des écrivains et même certains politiciens. Mais donc, on en a vu à Prague dans les années 60, au Vietnam, aux États-Unis aussi. Et donc, il y a une jeune Américaine qui disait qu'elle se faisait violence à elle-même parce que sa position éthique l'empêchait de marquer un coup, hein, parce qu'on est à l'époque, dans les années 60, du terrorisme, c'est comme aujourd'hui, mais donc de porter la violence aux autres, envers les autres, alors que dans certains cas, ils veulent faire un espèce d'acte symbolique, mais ils ne veulent pas faire de mal aux autres, alors ils vont tourner la violence contre eux. Donc, ces exemples nous donnent à penser qu'il faut chercher, bien sûr, tout un chacun, hein, et même surtout politiquement, à créer des conditions qui permettent de vivre des vies vivables et non pas seulement des vies vivantes. Et c'est intéressant parce que ça nous ramène aussi à d'autres exemples qu'on trouve dans l'album quand on pense aussi aux femmes enceintes à certaines époques, une célibataire qui n'a pas le droit d'être enceinte, donc
elle se retrouve avec un poids moral important. Donc, c'est encore là le contexte social et un poids social qui peut l'amener après ça à mettre des rouages en marche pour accomplir un geste aussi. Ouais. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est la première, c'est les premiers dessins de Christian, c'est sur ce cas. On en a vu plusieurs dans les dossiers. Il faut regarder dans les rapports d'autopsie parce que dans les lettres, c'est pas nécessairement mentionné. C'est quelque chose de très secret. Il y a la honte autour du fait d'être enceinte sans être mariée. Pour moi, c'est des cas extrêmement parlants de faire porter ce poids aux femmes. Ferron parlait beaucoup du fait qu'on enfermait les femmes à la prison à Montréal, au centre-ville, pour les surveiller, pour être sûr, en fait, de leur rappeler qu'elles étaient responsables de leur propre comportement. Il y a quelque chose à travailler dans une perspective féministe par rapport aux droits des femmes et bien sûr à la maternité, ou non. Et à travers tout ça, à chaque fois qu'on revient un peu sur des épisodes, j'ai l'impression qu'on fait un peu des allers-retours vers les manières par lesquelles on est capable d'en parler, on est capable de le montrer. Et j'imagine, Christian, dans le fond, qu'à travers tout ça, il y a des défis, il y a des enjeux, mais il y a aussi des pièges qu'il faut éviter dans la manière dont on va ficeler tout ça. Oui, puis des pièges qu'on ne pouvait pas voir, que moi, j'entrevoyais pas au départ. En fait, si je te donne un exemple, c'est celui c'est la monstration des moyens, c'est-à-dire des outils qui ont servi aux suicidés pour mettre fin à leur jour. Je ne pouvais pas faire ça. En fait, c'est quelque chose qui, dans les mouvements, dans les organismes de prévention du suicide, il faut éviter de faire ça. Heureusement, moi, j'ai un style qui permettait de brouiller un peu certains détails, parce que je travaille avec de la brosse à dents, je peins avec de la brosse à dents, donc je travaille beaucoup en évocation, en texture. Donc, certains détails pouvaient être embrouillés. C'est vraiment c'est ça qui m'a sauvé, en fait, par rapport à ce projet-là, parce que là, moi, j'ai pas un style, mettons, la ligne claire. La ligne claire, c'est difficile d'embrouiller des choses. Il faut carrément cacher des choses. Parce que là, je pouvais les montrer tout en embrouillant certaines parties. Je pense au suicide là, par gaz dans une voiture, là, que c'est juste une illustration, mais ça a suscité des questions de l'éditeur là, de chez Moi le Graphique, qui est Julien Poitras, qui se trouve à être aussi médecin. Donc, sa question était extrêmement pertinente. Ça venait vraiment de quelqu'un qui connaissait la façon de faire, puis les pièges à éviter, justement. Mais quand on a discuté, puis quand il a vu qu'on ne voyait pas en détail comment les connexions des tuyaux étaient faites, en fait, c'était pas un manuel d'instruction de comment brancher les tuyaux dans la voiture, puis tout ça. Il a approuvé l'image en question qui ne posait plus de problème. Une autre stratégie pour évoquer une scène puis conserver un rapport avec l'image harmonieux, avec la lecture, ça a été de déplacer la caméra, comme je disais plus tôt, là, vraiment de la mettre un petit peu à côté. Il fallait, sans détourner le regard, vraiment diriger l'angle de vue à côté du plan focal pour montrer ce qui était en périphérie, vraiment du corps du suicidé, qui avait été transformé par les conséquences du geste suicidaire. Ça portait des marques, mais parfois, le résultat du geste suicidaire, cette mise en scène-là, elle correspond pas toujours à la volonté finale de la personne. Je donne un exemple, j'ai en tête des photos d'une femme qui s'est suicidée par arme à feu. Je doute vraiment qu'elle ait voulu laisser cette dernière image-là d'elle, parce que son intégrité physique était fortement atteinte, en fait. La seule représentation que j'ai pu, c'était une série de photos. La seule représentation possible, c'était de reconstituer les éclaboussures de sang au mur. En fait, ça suffisait pour évoquer la scène. Puis, encore une fois, c'est l'utilisation de la brosse à dents qui a servi à ça. Parce que j'ai l'impression qu'on surfe aussi, il y a les éléments de la volonté artistique, mais il y a aussi la volonté sociale, dans le fond, dans la mesure où il y a des façons de parler de suicide, ça a aussi été exploré, analysé. Donc, il y a des ressources, des supports qui peuvent accompagner de ce côté-là. Et en même temps, dans le contexte où pour une large partie de la population, ça reste un sujet qui est quand même aussi relativement tabou. Oui, ça reste très tabou. Donc, on le tait. Hein, on a peur d'en parler, on a peur de donner l'idée aussi. On ne sait pas trop quoi faire avec quand des proches peuvent parler de leur idéation suicidaire. Donc, je dois dire que la suicidologie, parce que c'est un champ de recherche qui porte son propre nom, c'est un champ très, très vaste aux perspectives multiples avec plusieurs chercheurs de différentes disciplines.
Donc, bien sûr, ici, je ne vous donnerai pas les causes de suicide qui sont multiples et très, très complexes. Mais on peut dire que, bien sûr, comme vous le disiez, ça reste tabou et ça s'explique notamment par son histoire, hein, cette histoire-là de crime et ensuite, bien sûr, de toujours l'associer à des moments de folie. On ne parlait pas de troubles mentaux à l'époque, mais vraiment la folie qui était également une honte pour les gens et pour les proches aussi. Donc, récemment, il y a plusieurs suicidaires et personnes qui ont fait des tentatives de suicide, qui ont écrit des textes, souvent de manière anonyme d'ailleurs, ils ne veulent pas se nommer, pour dire que cette idée qu'il faut absolument taire le suicide pour ne pas en donner l'idée, en fait, c'est une mauvaise idée parce qu'eux voudraient en parler avec ouverture, honnêteté, et non pas nécessairement ce qu'on fait en psychothérapie, si on va en psychothérapie, mais vraiment pour aborder un sujet important avec beaucoup de respect, d'ouverture avec les autres, avec leurs proches, mais également avec peut-être des collègues. Et donc, ils trouvent que cette obligation au silence est très lourde et ça aurait même les effets contraires qu'on veut. Donc, l'Association de prévention du suicide au Québec disait l'année dernière dans son slogan « Le suicide, il faut en parler ». Reste à savoir comment. Bien sûr, c'est toujours la grande question. Et donc, on a essayé, donc, avec ce projet-là, d'aborder un aspect qui nous tenait à cœur scientifiquement parlant, tout en ouvrant la porte à la possibilité peut-être de communiquer sur le sujet sans parler, comme Christian le disait, des moyens ou de montrer les moyens nécessairement. On parle des lieux mythiques, oui, parce que c'est un imaginaire social autour du suicide, mais sans nécessairement décrire les choses, sachant aussi que le verre de Paris, dont il est question, n'existe plus sur le marché là, depuis des décennies. C'est un moyen utilisé beaucoup au début du 20e siècle et c'est la seule info que je vais donner puisque ça n'existe plus. Mais je dois dire également que on associe peut-être, et c'est peut-être la critique là, que j'ai à faire des sciences sociales et des humanités, on associe peut-être un petit peu trop le suicide aux troubles mentaux et aux troubles mentaux sévères. C'est sûr qu'il y a un lien, parce que les gens qui ont des troubles mentaux vivent des souffrances psychiques parfois invivables. Et même si on sait que la médication peut aider à diminuer ces souffrances-là, parfois, ça ne fonctionne pas si bien que ça, donc les traitements en psychiatrie. Puis bien sûr, le fait aussi d'avoir des troubles sévères psychiques, ça peut aussi marginaliser les personnes, hein, les mettre à l'écart. Là, bon, quand on habite dans les grandes villes, on le voit encore mieux, c'est autour de nous. Donc, pour d'autres, bien sûr, lorsqu'on regarde les recherches peut-être plus en psycho, mais on le voyait également dans nos dossiers, on se dit que c'est des vies tellement marquées par l'épreuve, en fait, que c'était un peu écrit dans le ciel. Il y a comme des vies vraiment faites de souffrance et à un moment donné, j'imagine qu'on atteint la limite. Hein. Il y a comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et cette goutte d'eau-là, on ne peut pas exactement savoir à quel moment elle va arriver, ni pourquoi. Mais c'est un petit peu écrit dans le ciel dans certains cas. Mais on peut dire en tout cas que dans tous les cas, dans les lettres, il s'agit d'une immense douleur existentielle. Et d'ailleurs, Christian, dans un arrière-plan d'une planche, a dessiné la lettre superbe d'un homme en 1932. Et donc, dans cette lettre-là, c'est une critique, en fait. La lettre est adressée au coroner et il dit, tu sais, la criminalisation du suicide et la détention pour ceux qui ont tenté de le faire n'aident en rien à apaiser les souffrances du cœur et de l'esprit. Et je crois qu'il avait tout à fait raison. Et j'ai l'impression, et peut-être pour terminer un peu cet échange-là, qu'on ouvre un peu sur la diffusion associée à cette bande dessinée-là, je le disais, elle est sortie l'an dernier, donc à l'automne 2020. Elle a été diffusée, je pense qu'il y a eu plusieurs impressions aussi, donc visiblement le public a répondu favorablement, s'est intéressé à l'objet et les médias aussi en ont parlé de manière assez large. Donc, est-ce qu'on peut dire à la limite que la BD donne ou offre une opportunité et un contexte pour parler du suicide, mais en parler justement dans une perspective historique, dans une perspective scientifique, dans une perspective artistique, onirique dans le fond? Oui, tout à fait. Mais c'est exactement ça. Ça permet d'en parler. Surtout, l'histoire sert à créer une distance avec le sujet. Hein. Bien sûr, comme on dit, on ne parlera pas de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, des dernières années, mais on va remonter au 19e siècle, au début du 20e.
Et donc, pouf, ça allège tout d'un coup. Le fait que ce soit une recherche scientifique, ce qui est souvent publié dans des revues spécialisées, évaluées par des pairs et non accessibles au grand public, aussi, ça limite un peu le fait que certains sujets sortent. Donc, c'est intéressant de passer par la vulgarisation de la recherche et bien sûr le côté artistique, bien sûr, là, Christian en a parlé, et toutes ces techniques, ces méthodes, ces réflexions par rapport au fait que c'est un sujet délicat. Mais je dois dire que la réponse des médias a été absolument fantastique parce que il y a des lignes directrices de l'Association de prévention du suicide qui interdit de parler du suicide d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire surtout quand il y a eu un suicide, de ne pas décrire la scène, de ne pas décrire le moyen et tout ça. Et pourtant, c'est un sujet tellement d'actualité, tellement important, qu'on veut tous aborder ce sujet-là, mais sans jamais savoir exactement comment le faire. Et certains journalistes nous ont dit « Ah, c'est l'occasion ». Donc, j'ai un BDI, j'ai une chercheure en sciences sociales avec moi, je vais pouvoir les interroger sur un projet. Donc, pour eux, ça a vraiment servi à pouvoir aborder un sujet qui leur tient à cœur, parce qu'il faut dire qu'on ne travaille pas nécessairement sur ce sujet-là sans aucune raison. Donc, les quatre, on a des proches qui se sont enlevés la vie, bien sûr. Et moi, le test, ça a été de faire lire la BD avant qu'elle soit imprimée à ma famille, donc touchée par le suicide. Et donc, bon, les larmes aux yeux, bien sûr, en se rappelant, hein, on ne se le cachera pas, mais de l'importance aussi d'en parler, puis d'essayer également de voir auprès des autres, de nos proches, à peut-être mieux voir ce qui pourrait nous indiquer qu'il y a de l'aide à amener à certaines personnes, si je peux le dire. En tout cas, ça a vraiment été la réaction de ma famille et de mes proches. Mais j'aimerais vraiment terminer, en fait, cette partie-ci et donc la conférence avec une citation d'une historienne que j'aime vraiment, vraiment beaucoup parce qu'elle a toujours travaillé en archives judiciaires. Et puis, c'est Arlette Farge qui dit « On ne ressuscite pas les vies échouées en archives. Ce n'est pas une raison pour les faire mourir une deuxième fois. L'espace est étroit pour élaborer un récit qui ne les annule ni ne les dissolve, qui les garde disponibles à ce qu'un jour et ailleurs une autre narration soit faite de leur énigmatique présence. » Et c'est bien ça, on a plus de 16 000 personnes anonymes dans une base de données qui sont enregistrées, mais il ne faudrait pas les faire mourir une deuxième fois, encore faut-il les faire revivre avec respect. Et donc, c'est ce que nous avons tenté de faire avec cette BD, avec Christian, et on espère que le tout est lu comme étant une manière de faire qui respecte la vie et le décès de ces personnes. De mon côté, juste ajouter pour terminer qu'en tant qu'auteur de bande dessinée, c'est un projet, vous avez détruit la beauté du monde, c'est un projet qui m'a permis à la fois de bien réfléchir à mon médium, vu que c'était très délicat, puis de mesurer aussi ma capacité à traiter de tous les sujets, en fait. Parce que là, maintenant, on commence avec ce livre-là, surtout, on commence à me percevoir vraiment comme un auteur qui a une sensibilité particulière puis qui peut traiter des sujets avec respect et retenue, même si ces sujets-là ne sont pas faciles. Par exemple, suite à la publication que vous avez détruit la beauté du monde, on m'a invité à illustrer un album sur Mégantic, sur la catastrophe où il y a eu 47 morts. Ça se passe quand même à une époque relativement proche, donc il n'y a pas la distance historique dont Isabelle parlait il y a quelques secondes. Donc, il faut vraiment, c'est très, très, très délicat parce que les survivants, les membres des familles sont toujours là. Le livre est terminé, mais je suis en train de travailler aussi sur une bande dessinée portant sur Dédé Fortin, le fondateur des colocs qui s'est suicidé de façon assez spectaculaire en 2000. Là encore, il y a un doigté, il y a une façon de faire qui demande beaucoup, mais beaucoup de délicatesse parce que je travaille la recherche, je me fais aider beaucoup par ses proches, ses amis, une de ses, l'amour de sa vie en fait. Puis ces gens-là, ils portent un regard assez, comment je pourrais dire, donc très, très, très sensible parce que ça fait 21 ans, donc c'est quand même très récent. Mais un élément qui est toujours important à garder en tête, c'est que chaque individu vient avec ce qu'il est, dans le fond, sa culture, son expérience, son milieu de vie. Lorsqu'il se trouve face à une œuvre,
particulièrement la bande dessinée où le lecteur est vraiment le moteur du récit, il reçoit l'œuvre avec ce bagage-là qui lui appartient. Exemple, lorsque Ludwig a été présenté au Liban, à Beyrouth, il y a des femmes voilées à l'Université du Liban qui étaient scandalisées de voir des scènes du livre, détourner le regard face à des scènes qui n'étaient pas sexuelles, mais simplement érotiques. Donc, ça démontre un peu que notre réaction dépend vraiment de qui on est, de notre milieu socioculturel, tout ça. Donc, pour Dédé Fortin, le défi consiste à ce que les lecteurs découvrent l'homme et l'artiste qui a été, sans que tout passe par son suicide, mais sans l'éluder non plus. C'est un autre défi où la marge de manœuvre est assez mince, mais je pense que tout est faisable en autant qu'on est respectueux de la matière dont il est question. Et pour conclure la conférence, je ramènerai justement sur la dédicace que vous donnez à l'ouvrage « Vous avez détruit la beauté du monde », donc où vous dites justement dédier l'ouvrage aux milliers de suicidés anonymes recensés dans vos bases de données et aussi à toutes les personnes que vous avez connues et pour qui la vie est un jour devenue un fardeau trop lourd à porter. Et je pense une dédicace qu'on peut prendre tous et toutes pour nous. Et ça m'amène aussi à rappeler évidemment que si on a des proches, si nous-mêmes on a aussi des pensées, si on a des amis qui ont des ressources, qu'on n'est pas seul là-dedans. Et donc, je redonne le numéro qu'on avait donné d'entrée de jeu, donc le 1-866-APPEL, donc 1-866-277-3553. Si vous avez besoin d'aide, c'est la ligne d'information sur le suicide. Un numéro à garder en tête. Alors, je vous rappelle qu'on parlait dans cet échange donc de la bande dessinée « Vous avez détruit la beauté du monde », donc une bande dessinée éditée chez Moelle Graphique, donc une bande dessinée d'Isabelle Perrault, d'André Sellard, de Patrice Corriveau et de Christian Quesnel, une bande dessinée qui nous a permis donc d'ouvrir vers ces sujets. Et Christian Quesnel, donc auteur BD, Isabelle Perrault, autrice de cette BD, mais également professeur à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir accompagnés à travers ce projet et sa thématique dans le cadre de cette édition des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Merci, Raymond. Merci beaucoup, Raymond.